Merci Eric. Merci aux camarades des CAE pour leur invitation et pour cette assemblée. C'est un peu difficile évidemment de réagir à chaud et intelligemment aux trois exposés que j'ai découverts en même temps que vous. Mais donc je vais essayer dans les 15 minutes de temps que j'ai de vous dire 5 petites choses. Et la première, c'est de réagir non pas aux exposés des trois camarades qui ont parlé avant moi, puisque le lendemain de la journée des femmes, il faut dire qu'il y avait beaucoup d'hommes à la tribune. Mais bon. C'est de réagir d'abord au titre de l'invitation de l'Assemblée aujourd'hui, lutter pour gagner. Je trouve que ce titre mérite qu'on y perde ou qu'on y consacre une minute. En effet, parler de lutter pour gagner, c'est prendre un risque, le risque de quitter un double confort possible, le confort de ne pas lutter. Je ne pense pas que je vais vous parler beaucoup de ça, mais il y a en Belgique des gens qui sont dans ce confort-là. Il y a une belle expression de Miguel Benassayag, que vous connaissez peut-être, la douce certitude du pire. Quand on sait que ça va mal et que ça va aller plus mal, il est peut-être plus reposant de se dire que finalement c'est foutu. Et c'est un confort dépressif, mais c'est un confort. Il y a un autre confort auquel on doit renoncer, si on prend au sérieux le titre « Lutter pour gagner », c'est un confort plus sympathique que celui de la résignation. Mais c'est un confort mortifère quand même, c'est celui de lutter pour lutter. Évidemment, la lutte, quand elle est menée avec intelligence, avec créativité, dans l'unité, elle a sa valeur propre. C'est évidemment vivifiant de lutter. Mais nos affiliés, si je parle pour mon syndicat, nos voisins, nos collègues, nos enfants, les plus précaires surtout d'entre eux, n'ont pas besoin de lutter pour lutter, ils ont besoin de lutter pour des résultats. Je me souviens quand je suis devenu secrétaire général de la CNE il y a quelques années, une de mes premières réflexions était de dire est-ce qu'on va continuer de devoir choisir entre l'ambition et le réalisme? Et l'espoir que j'avais, ça reste un espoir, c'était de dire peut-être qu'on pourrait trouver des manières de lutter qui fassent que l'ambition c'est d'être réaliste. Pas résigné, réaliste au sens de dire on va lutter pour avoir des résultats. Alors après, c'est quoi un résultat? Mais j'ai entendu le camarade de la CGSP parler par exemple d'une petite victoire sur le ministre des Pensions, le sinistre des Pensions, on peut le dire surtout pour celui-là, d'avoir changé la période de 10 ans à de 2 ans. Mais par rapport à ça, on pourrait faire un débat avec lui, je ne vais pas le faire maintenant, pour dire finalement, est-ce que c'est une victoire ça ou pas? Eh bien, si on est dans une logique où on pense que l'ambition c'est d'être réaliste, d'avoir des ambitions réalistes, on peut se dire que passer de 10 ans à 2 ans, donc avoir une meilleure pension pour les travailleurs, ça peut être une victoire si c'est une étape. Et si on dit, dans le combat pour des bonnes pensions, pour la protection sociale en Belgique, on a obtenu une petite victoire et on va aller plus loin, alors c'est important. Et donc j'aime bien ce titre, lutter pour gagner, parce que je pense vraiment que le sens d'une action collective, il n'est jamais donné à l'avance. L'exemple de la manif du 21 février, pour les Belges, ils savent de quoi je parle, on était 40 000 dans la rue, 35 000, 40 000, je ne sais pas. Est-ce que c'est une victoire ou pas? On ne sait pas. Aujourd'hui, on ne sait pas le dire. Ça pouvait aussi être l'enterrement de première classe de la colère des travailleurs, de dire voilà, on a fait une manif. On pourrait dire, les dirigeants syndicaux pourraient dire à leurs affiliés ou leurs militants, écoutez les gars, on a fait ce qu'on pouvait. On a mis 30 000 personnes dans la rue ou 40 000. Donc maintenant, on a fait ce qu'on pouvait. Ben, si on a perdu quoi. Il n'y a plus de reproches à avoir. Mais il est possible aussi qu'une manif de 40 000 personnes soit une étape. Et Eric a gentiment fait référence au communiqué de presse de la CNE d'il y a une semaine qui disait, après le 21 février, puisqu'on voit que la colère et la motivation des travailleurs est là, alors l'étape suivante c'est la grève générale. Et ce que je crois d'important, après j'arrête sur le titre parce que je vais vous dire 4 autres trucs, c'est de se dire que si on annonce qu'on lutte pour gagner, on prend évidemment le risque de perdre et on prend le risque de gagner. Prendre le risque de gagner, c'est de se dire on va être confronté à un moment donné à un résultat de notre lutte. On ne va pas rester dans une forme de gauchisme existentiel, de dire moi je lutte pour lutter. On va être confronté à des résultats. Et quand on a un résultat, dans une logique de révolution permanente, si vous me permettez ces références-là, quand on a un résultat, ben, la question c'est qu'est-ce qu'on fait comme lutte suivante. Donc j'aime bien le titre. Vous l'avez compris. Deuxième point, un point sur l'unité. Une des caractéristiques des CAE, c'est la recherche de l'unité. Là aussi, j'aimerais appeler
pas trop de romantisme sur l'unité. Tout le monde est pour l'unité. Je connais personne qui est contre l'unité. Les patrons belges, par exemple, sont pour l'unité. Ils s'adressent aux travailleurs belges et ils disent, vous savez, si vous voulez être compétitif et sauver des emplois, vous devez être avec nous, quoi. Il faut accepter la flexibilité, les heures supplémentaires éventuellement non payées, il faut accepter les baisses de salaire. Alors il y a la forme hypocrite de la baisse des salaires, dans laquelle apparemment tout le monde est content, c'est la baisse des cotisations sociales, rebaptisée charge par nos adversaires. Mais nous savons que les cotisations sociales, c'est du salaire. Eh bien, les patrons nous disent, soyons ensemble, contre les Allemands, contre les Français, contre les Grecs, les Italiens, on va être ensemble. Et donc, la question est de savoir si on est pour l'unité. Ça, je m'en fous. Tout le monde est pour l'unité. La question, c'est de savoir quelle unité on veut faire. Et il y a une seule manière de faire l'unité qui correspond, je pense, à nos intérêts, c'est de bien diviser. Unifier, ça commence par diviser. Unifier, c'est dire selon quelle ligne politique on entend diviser le eux et le nous. Et quand on a bien divisé, on obtient l'unité internationaliste, si vous voulez, qui dit qui sommes-nous, quelle unité nous voulons. L'unité en Belgique aujourd'hui, elle est difficile. Aujourd'hui en Belgique, on a une chose extraordinaire. Après avoir eu des non-accords interprofessionnels et des non-documents dans le pays de Magritte, vous savez, ceci n'est pas une pipe, on a eu il y a quelques semaines, ceci n'est pas un accord interprofessionnel, mais c'en était un. On a maintenant un truc étrange, c'est le non-front commun. La CSC et la FGTB, à leur plus haut niveau, sont magnifiquement d'accord. C'est émouvant. Elles sont extrêmement d'accord pour ne rien faire. Donc, la ligne est forte. Et les consignes de direction des deux confédérations, qui n'ont jamais réussi à être aussi bien d'accord dans leur histoire, c'est de dire on va soit ne rien faire, soit faire du rien, qui est une manière éventuellement plus médiatique de ne rien faire. Et donc on a des manifs comme ça où on s'engage à dire on va être, par exemple, 200 verts, 200 rouges. Le capital tremble, oui. Alors la question de l'unité, et j'aime vraiment bien le témoignage de Javier sur la marée verte, c'est un art difficile, quoi. Parce que moi je peux faire des formules ici au micro, puisqu'on me le donne, mais ça c'est facile. Construire l'unité, c'est vraiment un art difficile. Et alors le positionnement des collectifs d'enseignants dont Javier parlait tout de suite, ni avec des postures systématiquement antisyndicales, qui ne sont pas très utiles, je pense, ni en se résignant à dire, bon, la direction syndicale a décidé, donc on va faire comme ils ont dit. Je crois que c'est très très important. Et donc je reviens aussi sur ce que les deux autres camarades, Grec et Philippe Dubois, ont dit sur la question de la démocratie dans les syndicats. C'est évident, c'est une mauvaise nouvelle, mais c'est évident que le syndicat est un instrument de lutte, ça vous le saviez, mais c'est un terrain de lutte. Et si on n'est pas prêt comme militants syndicaux, et malgré que je sois un apparatchik du syndicat, je me considère encore un peu comme un militant syndical, si on n'est pas prêt à dire que dans le syndicat, on va faire la lutte pour la démocratie dans le syndicat, alors c'est foutu. Et donc la question de l'unité, elle est aussi celle de construire l'unité du syndicat, au sens large, syndicat, mouvements sociaux, collectifs, etc. Parce qu'il ne suffit pas de dire que les affiliés vont décider. Ça, c'est un peu facile. Les décisions, elles se prennent par des travailleurs organisés. Et l'organisation, elle est toujours en mouvement. Il faut travailler sur l'organisation et dans l'organisation. Je ne parle pas assez fort. Bon, je recommence depuis le début. Pas vraiment. Et donc, bref, le syndicat instrument de lutte et enjeu de lutte. Évidemment pas contre le syndicat, vous m'avez compris, dans le syndicat, pour faire un syndicat plus fort et plus unitaire. Et pour ça, je trouve que les banderoles qu'on voit au mur ici, pour lesquelles je félicite les comités d'action d'Europe, il y a je ne sais pas combien de signatures, mais il y en a beaucoup, je trouve que c'est très bien, et j'espère que les CAE vont amener ces banderoles jeudi prochain dans les rues. On sera de nouveau des milliers dans les rues, et de nouveau, il faudra appeler demain, s'il le faut, à la grève générale. Le s'il le faut est un tout petit peu rhétorique. Troisième point. On est dans un meeting sur l'Europe, et je voudrais partager avec vous une réflexion que m'inspire notamment aussi l'exposé du camarade Grec. Est-ce qu'il faut faire la lutte au plan national
ou bien est-ce qu'il faut la faire au plan européen? Voilà, moi j'ai acquis une conviction, peut-être fausse, mais je la partage avec vous, c'est que si on fait les luttes au plan national, on est foutu. Et que si on fait les luttes au plan européen, on est foutu aussi. Parce que le système politique de l'Union européenne, c'est un jeu de miroir en fait. Vous connaissez, dans les foires, parfois on rentre dans des palais des glaces, là, où on est perdu entre les miroirs. Et en fait, là, nous, citoyens, militants, syndicalistes, en Europe, on est dans le palais des glaces. On est perdu dans le jeu de miroir, où quand on s'adresse à son gouvernement national, nous, à notre cher Elio Di Rupo, il nous dit « Ah, mais je n'y peux rien, moi. C'est l'Europe qui a décidé. Les directives, les traités, blablabla. » Alors on dit « Ah, ok. » Alors on se tourne vers l'Europe, et à l'Europe on nous dit « Mais c'est le Conseil des chefs d'État qui a décidé. » Et donc votre Premier ministre, vos parlementaires, vos parlements, nos 7 parlements, pays hyper démocratique, la Belgique avec 7 parlements, nos 7 parlements vont ratifier le traité Merkozy dans les semaines qui viennent, sans une minute de débat. Et donc l'Europe pourra nous dire, oh, mais attendez, ça c'est des Belges, hein, c'est votre chef d'État qui était au sommet, et c'est vos parlements qui l'ont voté. Et donc, sur la question, est-ce qu'on est dans des luttes nationales ou des luttes européennes, je pense que la première chose à faire, c'est de briser les miroirs du palais des glaces. Et c'est de dire, il n'y a pas d'un côté un pouvoir européen, d'un autre côté un pouvoir national, il y a un système politique construit, je crois, pour rendre impossible la lisibilité des enjeux politiques. Et donc il faut l'appréhender tel quel. C'est un système politique qui fonctionne comme un tout, à 2 niveaux. Il faut donc faire des luttes qui soient belges-européennes, ou euro-belges, ou euro-nationales. C'était mon 3e point. C'était quoi le 4e? Le 4e, c'est la question de la relation politique. On a entendu en Espagne, en Grèce aussi, l'extrême difficulté d'avoir une expression politique qui correspond aux intérêts des travailleurs. J'ai pourtant l'impression, chers amis, que c'est moins pire chez vous que chez nous. La relation politique, en Belgique, je vais quand même en dire quelques mots, c'est qu'il n'y a pour ainsi dire plus, avec tout le respect pour les camarades de l'LCR ou du PTB ou d'autres partis qui sont présents dans la salle, il n'y a pour ainsi dire plus d'expression politique qui correspond aux intérêts des travailleurs. Quand je dis travailleurs, je parle travailleurs au sens large, avec ou sans emploi. Et donc nous avons été quelques-uns, vous avez peut-être entendu parler du discours de Daniel Piron, de l'EGTB de Charleroi, le 1er mai de l'année passée. Vous avez peut-être lu quelques interventions que j'ai faites dans la presse au nom de la CNE, à dire maintenant on a un besoin de gauche. Enfin, c'est comme ça que je le dis moi. On a besoin que les intérêts matériels de la grande majorité de la population, quand je dis grande majorité de la population, je pense aux chômeurs, aux pensionnés, aux ouvriers, aux employés, aux cadres, aux petits indépendants, à beaucoup de patrons de PME, aux migrants avec et sans papier, etc. Je ferai une longue liste. C'est pas 20% de la population, c'est 80, ou c'est peut-être 90% de la population. Ces intérêts-là ne sont pas représentés politiquement dans les parlements aujourd'hui. Simplement. On a bien sûr des partis politiques qui terminent leur congrès par l'international et qui ont encore la charte de Carnillon dans leur statut, mais on n'a pas de partis politiques qui défendent les intérêts réels des gens qui vivent du salaire, qui vivent de la protection sociale, qui vivent des services publics, qui n'ont pas besoin de la croissance des finances, etc. Ces partis-là, ils sont extrêmement minoritaires, et ceux qui devraient défendre le contenu de gauche, ils ne le font plus. Ça veut dire que comme syndicat et comme mouvement, on doit se poser la question de dire quelle est notre relation politique. Notre réponse en Belgique, elle est de dire, comme syndicat, eux c'est eux, nous c'est nous. Comme syndicat à la CNE, nous n'avons pas d'amis politiques et nous n'en voulons pas. Nous avons des ennemis, ça oui. Mais des amis, non, on n'en a pas. Mais par contre, il est évident qu'on ne sait pas faire du syndicalisme digne de ce nom sans faire de la politique, sans être de plein pied dans les questions politiques. Et donc notre attitude maintenant, et sans doute jusqu'aux élections de 2014, on verra après, c'est de faire entendre ce besoin de gauche. C'est-à-dire à la fois d'encourager les partis de la gauche radicale, enfin je ne sais pas comment les appeler, le PTB, la LCR, le Parti communiste, peut-être le Front de gauche, je ne sais pas, à dire tentez de vous organiser intelligemment pour offrir
une alternative politique un peu consistante. Avoir en Belgique 5 partis qui au total font 6%, c'est pas très très intéressant pour les travailleurs et pour les citoyens. Ça c'est une chose. Mais l'autre chose c'est, dans le PS, dans Écolo, peut-être même dans le CDH, il reste, je crois, des hommes et des femmes politiques qui n'ont pas totalement renoncé à l'ambition de leur parti. Ils sont minoritaires, ils ne sont pas à l'élection, ils ne sont pas entendus. Je pense que notre intérêt, comme organisation syndicale, c'est de renforcer ceux-là, de créer la division dans leur parti, parce que diviser, c'est unifier, vous n'avez pas oublié ça, de sorte que ceux qui, par exemple, auraient le courage, je crains qu'il y en ait très peu, de refuser de voter le traité Mercosur dans quelques semaines, se sentent poussés dans le dos et se sentent renforcés. Aujourd'hui, je peux vous dire, je connais des responsables ou des parlementaires, au PS ou à Écolo, qui me disent « Oui, on va voter cette merde, mais il n'y a pas de mouvement social contre. Il n'y a personne qui nous pousse dans le dos. » Et donc je pense que notre relation politique, ça doit être aussi de faire entendre ce besoin de gauche, non pas l'étiquette. Hein. Moi je m'en fous de savoir comment un parti s'appelle, mais ça m'intéresse de savoir ce qu'il fait. Je vais bientôt terminer. Au plan européen aussi, la question de la relation politique, c'est que nous devons exiger des politiques qu'ils prennent leurs responsabilités en nous suivant, pas qu'ils nous représentent. J'aime bien le slogan « Non nos représentant ». Les politiques ne sont pas là pour nous représenter. On est capable, comme mouvement social, de représenter nos intérêts. Mais on a besoin que nous, sur notre terrain, eux sur le leur, les politiques fassent le même combat que nous. Et je termine avec le 5e truc que je voulais dire. Lutter pour gagner, c'est construire des instruments et c'est construire des stratégies. Au plan européen, j'ai eu la chance d'être un peu impliqué, je le suis encore, dans la construction d'un instrument et d'une stratégie qui est l'Alter Summit. Il y avait un peu de papier à l'entrée là-dessus. Et je suis très content de pouvoir vous dire que le 7 et le 8 juin prochain, à Athènes, une bonne centaine d'organisations très grandes, ou moins grandes, appellent à un sommet des peuples et des alternatives, un sommet alternatif au sommet des dirigeants de l'Union européenne, qui maintenant, un sommet, c'est important de le dire, entièrement financé par les organisations et les militants qui le veulent, il n'y a pas de sponsor à la Banque Centrale Européenne, avec un programme politique que vous trouverez sur le site, centré sur 4 revendications politiques. Évidemment, on aurait pu en mettre 500, parce que les raisons de s'indigner en Europe, ce sont des centaines. Mais, dans la logique lutter pour gagner, c'est de dire, on va se donner 4 objectifs. Et sur ces 4 objectifs-là, on veut une coalition de forces, pas seulement qui fasse une conférence, qui vienne en Grèce, parce qu'on ne veut pas que le berceau de la démocratie soit aussi son tombeau, qui vienne en Grèce montrer la solidarité des organisations de toute l'Europe, avec les luttes des camarades grecs, mais aussi avec les luttes des camarades espagnols, portugais, bulgares ce jour-ci, roumains depuis longtemps, etc. Je vous épargne la liste des 4 revendications, vous les trouverez si vous voulez. Je voudrais juste terminer en disant que si on regarde l'histoire du mouvement ouvrier, on voit que très souvent, il a fallu que d'une situation désastreuse, nos prédécesseurs fassent quelque chose de bien. A priori, la prolétarisation, le fait d'aller travailler dans des fabriques et des usines, c'était pas vraiment une bonne nouvelle. Mais c'est sur cette base-là, sur cette base d'unité objective de conditions des travailleurs, que les organisations syndicales ont pu se construire. C'est aussi sur la base, évidemment, dramatique, catastrophique, des après-guerres, de l'après-première guerre et l'après-deuxième guerre, que les mouvements ouvriers ont su construire le suffrage universel, la démocratie, la protection sociale, etc. Ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas une guerre, mais c'est une attaque sans précédent depuis les années 30 sur les droits des citoyens et des travailleurs. Peut-être que de cette chose extrêmement négative, il est possible que nous fassions en Europe une Europe des travailleurs et des citoyens, et que nous soyons en train de réinventer une Europe qui soit le contraire de celle de M. Barroso et de M. Van Rompuy. Je vous remercie.